Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse bouddhiste pour la seconde partie des émissions que nous consacrons aux notions de soi et de pas soi. Rappelons que s'il a refusé de répondre directement à cette question, le Bouddha enseignait un sens habile du soi, le soi en tant que producteur du bonheur et le soi en tant que consommateur du bonheur à travers le développement de la générosité, de la vertu et de la méditation sur la bienveillance. Nous avons pu voir la semaine dernière quelles étaient les grandes différences entre les soi et le pas soi. Nous allons examiner aujourd'hui quel peut être un sens du soi bénéfique. Qu'en est-il du sens du soi habile? Le soi et l'ego sont-ils la même chose? Quelles sont les façons saines d'utiliser ce dernier? Nous retrouvons pour en parler notre invité. Ajahn Geoff, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes moine bouddhiste dans la tradition thaï de la forêt. Après avoir obtenu un diplôme en histoire intellectuelle européenne en 1971, vous êtes parti en Thaïlande où vous avez étudié la méditation sous la direction d'Ajahn Fuang et vous avez été ordonné en 1976. En 1991, vous retournez aux États-Unis où vous aidez alors Ajahn Suat Suvacho à fonder le Metta Forest Monastery dans le comté de San Diego en Californie, dont vous êtes devenu l'abbé en 1993. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir, toujours. Alors, vous avez intitulé votre livre « Les soi et le pas soi ». Il y a donc apparemment plusieurs soi. Est-ce que vous pouvez rappeler aux téléspectateurs de quoi il s'agit ? Notre soi est en fait une stratégie que l'on utilise pour trouver le bonheur. À chaque fois que l'on a un désir, on va essayer d'identifier qu'est-ce qui est en votre pouvoir pour obtenir et satisfaire ce désir. Et c'est alors le soi en tant que producteur. Et puis le ressenti qui est produit une fois que le désir est accompli, eh bien c'est le soi en tant que consommateur. Et à chaque fois qu'un désir est satisfait, eh bien alors à ce moment-là, vous avez votre comité intérieur qui va utiliser différentes tactiques et les utiliser dans le futur. Donc, au bout du compte, vous allez avoir différents types de soi, certaines honnêtes, d'autres malhonnêtes, certaines sensibles ou moins. Et donc, il nous faut donc essayer de décider au sein de tous ces soi quel est le soi qui travaille dans le sens de notre intérêt et ceux qui travaillent à l'encontre. Alors, dans ce petit comité, avec tous ces soi, il y en a un qui est souvent très important et qui nous tend souvent d'ailleurs des pièges, c'est le soi enfantin. Ça, ce sont les soi avec lesquels nous démarrons dans la vie. Et lorsque nous grandissons, eh bien, il nous faut les éduquer en voyant les mauvaises perceptions. Lorsqu'on pensait que ça allait nous apporter le bonheur, mais que finalement, ça n'est pas vraiment dans notre intérêt. Et puis, il y a aussi type de soi dont on n'a plus besoin, comme le fait de pleurer pour avoir sa nourriture. À un moment donné, on n'a plus besoin de pleurer, on peut aller chercher sa nourriture soi-même. Donc, certains des soi aussi sont mis de côté. Et c'est ainsi le processus que l'on utilise comme stratégie. D'autres sont enterrés et puis ressortent ensuite lorsque nous sommes adultes. Et c'est cela pour lesquels il faut avoir de la vigilance. Est-ce qu'on peut dire que les soi, comme les flux de conscience par exemple, apparaissent et disparaissent à chaque instant ? Oui, ils s'élèvent tout le temps. Certains vont durer plus longtemps, mais du fait que ce sont des stratégies, ce sont des actions plutôt que des choses. Et comme toutes les actions, eh bien, elles se manifestent et puis elles disparaissent. Et donc avec un tissage très complexe. Alors vous utilisez l'expression de soi habile. Qu'est-ce que ça signifie plus précisément ? Donc un soi habile est celui qui essentiellement est basé sur le désir qui va mener à un bien-être et un bonheur à long terme. Et ce sont des types de soi qui vraiment agissent dans votre intérêt, de voir le fait que d'avoir développé la vertu, la générosité, la concentration, travaillent dans le bon sens. Et ce sont donc des soi sains. Alors, le sens du soi constitue une part importante de la pratique, on l'imagine, et il aide notamment à développer certaines qualités, la responsabilité, la vigilance, entre autres, le soin. Est-ce que vous pouvez revenir sur chacune d'entre elles et nous dire de quelle manière tout cela agit ? Après, chaque fois que vous allez vous demander ce que vous allez faire, il est bon de se demander quelles vont être les conséquences et l'effort que vous allez fournir pour faire quelque chose. Est-ce que cela en vaut la peine en fonction du résultat que l'on va avoir? Quel est l'équilibre que l'on va trouver? Et donc, pour cela, il nous faut être responsable de nos actions, car nous savons que nous allons en avoir les conséquences ensuite. Et puis, il faut aussi développer une qualité d'honnêteté vis-à-vis de nous-mêmes, de
façon à vraiment voir quel va être le résultat de ces actions dont nous avons pris la responsabilité. Puis il nous faut aussi avoir un sens de vigilance et de voir que ces actions peuvent vraiment faire des différences. On peut tomber dans une forme de danger en fonction donc de nos actions. Et puis les autres qualités qu'il faut développer seraient un sentiment de soi lié à une forme de fierté où l'on prend vraiment notre vie comme quelque chose dont nous pouvons avoir la maîtrise et que certaines actions sont en dessous de notre niveau. Et donc il nous faut aussi développer la compassion et la réalisation que notre bonheur ne peut pas dépendre de la souffrance d'autres personnes, car il nous faut avoir cette compassion qui prend en compte donc tous les besoins des autres êtres. Et puis finalement aussi un sens de soi qui développe la joie et en fonction des progrès que l'on fait sur le chemin. Et de voir que donc, vous n'avez pas l'intention de nuire à qui que ce soit. Il y a vraiment une joie qui s'élève avec cela et qui nous donne de l'énergie sur le chemin dont on a besoin justement pour pouvoir continuer lorsque les choses deviennent difficiles. Alors dans le bouddhisme, on parle également beaucoup de l'ego. Est-ce qu'il s'agit de la même chose ? L'ego est un aspect du sens de soi. C'est celui qui négocie au sein des autres soi. Et lorsqu'on parle d'un comité, eh bien, il y a justement, dans cette rencontre du comité, il y a quelqu'un au milieu qui va décider les aspects du soi qui vont simplement faire ce qu'il a envie de faire sans prendre en compte les conséquences. Et puis au sein de tous ces soi, il y a aussi ceux qui vont dire ce que l'on devrait faire. Et donc l'ego est le négociateur entre ce que l'on devrait faire, les devoirs, si l'on peut dire, et puis nos désirs de l'autre côté. Il existe donc des façons saines d'utiliser l'ego. Et même le Bouddha, en fait, nous disait que le pas-soi, pouvait être traité comme une utilisation saine de l'ego. Et là, on retrouve certaines similitudes avec Freud, que vous expliquez très bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Il y a un auteur freudien qui s'appelle George Valiant qui a écrit un livre qui s'appelle « La sagesse de l'ego ». Et il dit que, aussi bien pour Freud que pour le Bouddha, l'ego est une fonction, ce n'est pas une chose. Et qu'il y a peut-être des formes d'ego qui ne sont pas habiles et d'autres qui sont très habiles. Et donc, il en a listé 5. Et donc, ces 5 qualités qu'il a listées étaient aussi enseignées par le Bouddha. Donc, une, c'est justement cette vigilance qu'on a déjà mentionnée, qui est ce sens de la réalisation qu'il faut voir les dangers qui peuvent se produire sur le chemin et de s'y préparer. Et en psychologie, on appelle ça l'anticipation, alors que dans le bouddhisme, on parle de vigilance. C'est une des fonctions. L'autre, donc, c'est l'altruisme, donc où il faut prendre en compte le bonheur des autres êtres si vous voulez vous-même être heureux. Et on vient d'en parler avec la compassion, donc la réalisation que si votre bonheur dépend de la souffrance d'autres, eh bien, ça ne marchera pas, et de se rendre compte qu'il n'y a personne que l'on aime plus que nous-mêmes, tout comme les autres êtres, eh bien, s'apprécient eux-mêmes très fortement. Et donc, il est bon de voir qu'il ne faut vraiment causer aucune nuisance à qui que ce soit si l'on veut véritablement être heureux, sinon ils vont à leur tour essayer de détruire votre bonheur. Et puis il y a 2 autres fonctions, l'une qui est la suppression, qui est différente de la répression. La répression, c'est lorsqu'on est dans le déni d'un désir malhabile, alors que la suppression, eh bien, c'est le reconnaître et de dire non. Et donc, dans le bouddhisme, on dit que l'on se restreint de faire quelque chose. On peut effectivement voler quelque chose et puis ne pas être attrapé, mais donc, en sens, dans le bouddhisme, donc, on va dire non. Et puis, il y a aussi la qualité de la sublimation, et qui est une façon plus habile de trouver le bonheur. Donc, il n'y a pas de terme dans le bouddhisme pour la sublimation, mais en fait, au niveau de la pratique, eh bien, c'est la pratique de la concentration. Lorsqu'on se focalise sur un objet, lorsqu'on se focalise, par exemple, sur le souffle, eh bien, ça peut être très rafraîchissant. Et ça donne immédiatement un ressenti de bonheur dans le corps, et ce qui fait qu'on n'est pas à la recherche de
d'un plaisir immédiat extérieur, une sorte de récompense en cherchant le bonheur à court terme. Et dans le bouddhisme, au contraire, on va chercher un bonheur à long terme du fait même que l'on a quelque chose qui nous nourrit dans l'instant intérieurement. Et puis la dernière de ces fonctions de l'ego, eh bien, c'est le sens de l'humour, le fait que l'on puisse justement sourire de ces actions malhabiles, non pas de façon malveillante, mais au contraire de façon légère et bienveillante. Et ainsi, il y a beaucoup plus d'humour dans le Pali, dans les textes Pali qu'on ne le croit. Et souvent, d'ailleurs, c'était en lien avec le Vinaya, avec les règles monastiques. À chaque fois que le Bouddha établissait une règle, il y avait une histoire qui expliquait pourquoi cette règle était établie, et souvent avec beaucoup d'humour. Et donc, c'était une façon de reconnaître toute la faiblesse humaine, où l'on peut voir de l'extérieur que c'est quelque chose à court terme. Et le fait de pouvoir en rire, eh bien, ça, extérieurement, permet d'en rire aussi par rapport à nos propres attitudes. Et donc, on voit ainsi qu'au lieu que la règle soit quelque chose de dur qui vous est imposé, c'est quelque chose vraiment dans votre meilleur intérêt. Et à ce moment-là, vous êtes prêt à suivre la règle avec beaucoup d'humour. Alors, pour conclure, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples des applications quotidiennes de ces considérations sur les soi et sur le pas-soi? Comment peut-on les utiliser au quotidien? Donc, imaginez que vous avez une addiction, que ce soit à l'alcool, que ce soit au jeu. Et si vous ne pouvez pas voir une façon de vous désidentifier de ce désir, vous allez y revenir et être coincé avec ce désir. Alors que si vous pouvez voir que cela est simplement une forme de soi parmi de nombreux autres soi que vous avez, bien vous n'avez pas besoin de donner préférence à ce soi. Si vous pouvez développer par ailleurs des soi sains, et donc en vous disant, eh bien maintenant je me mets de ce côté, je ne veux pas m'impliquer avec cet aspect, car je peux voir quelles sont les conséquences à long terme qui vont se produire. Et en renforçant cet autre soi, ça devient plus facile de dire non au désir pulsionnel lorsqu'il vous crée des soucis. Donc c'est une des façons dont vous pouvez utiliser les formes de soi et de pas soi pour justement accentuer les vertus de concentration et de générosité. C'est ainsi que le Bouddha a dit que s'il y a quelque chose que vous aimeriez faire, mais qui peut avoir de mauvaises conséquences, eh bien alors, c'est un signe de sagesse que de pouvoir se restreindre, se réfréner de ses actions. Et si vous pouvez voir des choses qui auront des bonnes conséquences, ce sera aussi un signe de sagesse si vous vous engagez dans ces actions. Donc la sagesse n'est pas toujours quelque chose d'abstrait, mais c'est aussi la façon d'apprendre à comprendre votre propre psychologie, de façon à vous diriger sur le chemin et en direction d'un bonheur ultime. Mais on pourrait également dire que cela augmente de manière considérable notre liberté. Oui, en fait, c'est ce dont il est question, d'augmenter notre liberté, car nous avons un plus grand éventail de choix. Ainsi, très souvent, les personnes ne peuvent pas s'imaginer se conduire autrement que la façon dont ils se conduisent. Si vous leur dites « mais non, vous pouvez arrêter de jouer, de boire, etc. », mais ils ne voient pas la possibilité. Mais si vous avez en fait la perspective de nombreux soi que vous avez à l'intérieur de vous, vous pouvez choisir différents types d'habiletés ou de savoir-faire. Et cela va vous aider, justement. Et le fait, plus vous allez élargir l'éventail de vos savoir-faire, eh bien, plus cela va vous mener à la liberté et à un bonheur authentique pour vous-même et pour les autres. Nous allons nous quitter sur ces très, très belles paroles. Merci beaucoup à Ajahn Geoff d'avoir été avec nous durant ces deux émissions. Merci à vous. Et avant de nous quitter, voici quelques ouvrages. Le livre sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission de notre invité Ajahn Geoff, sous son nom de moine Thanissaroon Bhikkhu, Les Soi et le Pas-Soi, distribué par le Centre bouddhiste Le Refuge. Toujours de Thanissaroon Bhikkhu, enseignement livret 1 et enseignement livret 2. Je précise que ces livres sont disponibles gratuitement sur demande. C'est la fin de notre programme. Vous pouvez le revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons la semaine prochaine.